c'est Isambard Kingdom Brunel. En dehors de son grand chapeau, il est très connu pour avoir conçu ça ou encore ça. Et en 2002, les téléspectateurs de la BBC l'ont même nommé Britannique le plus important de tous les temps, juste derrière Winston Churchill. Mais Isambard n'a pas été qu'un ingénieur qui a réussi. Il a aussi eu des enfants. Et 5 générations plus tard... Hi, I'm Isambard Thomas. I'm Isambard Kingdom Brunel's great-great-great-grandson. Contrairement à l'ancêtre dont il porte le prénom, Isambard n'a conçu aucun moyen de transport. Non, ce qu'il préfère, lui, c'est designer des livres et des expositions pour les musées. Il a par exemple travaillé avec la Royal Academy of Arts, l'artiste Jeff Koons, ou encore les Nations Unies. Et en 2015, il a même rencontré la reine d'Angleterre. En fait, les descendants d'Isambard seniors ont à peu près fait ce qu'on appelle en général réussir sa vie. My grandfather was the British ambassador, and he was the ambassador to the United Nations, and he was very successful. My father, a very successful historian, super well known and famous in Spain and here. I have 3 cousins. She's a writer. She's quite well known in Paris and in France and in the world. She's a very successful writer. Bon, en soi, l'idée que la famille dans laquelle on est influence nos vies n'est pas vraiment un scoop. Oh, it's more than that. Lui, c'est Neil Cummins. Il est économiste à la London School of Economics, et en 2014, son collègue Gregory Clark et lui ont voulu mesurer cette influence sur le très long terme. Ils se sont donc demandé dans quelle famille était née l'élite anglaise en 1170 d'une part, et en 2012 d'autre part. Ce qu'ils ont découvert, c'est que 800 ans et 28 générations plus tard, l'élite anglaise est encore issue des mêmes familles. En 2016, 2 économistes italiens ont voulu mesurer la même chose, mais cette fois-ci à Florence, en Italie, et entre les années 1427 et 2011. Là encore, ils ont découvert qu'en moyenne, les familles les plus riches à Florence en 1427 sont encore les familles les plus riches à Florence aujourd'hui. En discutant avec Neil et Isambard, la première chose que je me suis demandé, c'est comment. Comment est-il possible que le statut socio-économique se transmette d'individu en individu pendant des siècles? Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y avait en plus d'une seule raison à cela. Mais il y en a peut-être une qui mérite qu'on s'y attarde un peu. L'héritage. L'héritage est un des facteurs des inégalités les plus importants entre les individus en France. Voici Nicolas Frémaux. Il est économiste et il a écrit un livre sur l'héritage en France. Aujourd'hui, les 10% des héritiers les plus riches, finalement, vont concentrer à peu près 50%, de 50 à 60% des héritages, quand les 50% des individus les plus pauvres vont quasiment rien recevoir au cours de leur vie. Le chiffre le plus parlant pour comprendre ce déséquilibre, c'est ça. Si on prenait l'ensemble des héritages transmis chaque année en France et qu'on le redistribuait à part égale à tous les Français et leur majorité, chacun recevrait à peu près 310 000 €. Et non seulement l'héritage est très inégalement réparti entre les Français, mais depuis 30 ans, pour être riche, il est aussi de plus en plus nécessaire. Les gens les mieux rémunérés devraient être aussi les gens les plus riches. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que depuis les années 70-80, c'est cette corrélation-là qui est de moins en moins forte. C'est-à-dire que vous avez des gens très hauts dans la hiérarchie des patrimoines qui peuvent être très bas dans celle des revenus, et à l'inverse, des gens qui vont être très hauts dans celle des revenus à qui ça ne suffit plus pour être dans les plus riches en termes de patrimoine. Concrètement, voyons ce que cela donne si on observe le 1% des personnes le plus riches en France. Parmi le 1% des personnes le plus riches en 1970, 29% faisaient aussi partie du 1% des salaires le plus élevé en France. Tandis qu'en 2014, 17% seulement cumulaient ces 2 caractéristiques. Autrement dit, de plus en plus en France, pour être riche, mieux vaut hériter plutôt que mériter. Et ça, par le passé, ça ne s'est pas toujours très bien terminé. Avec la remise en cause des privilèges en général, la Révolution française fait de l'héritage une question de société. Au XIXe siècle, il était impossible de traiter de la question sociale sans traiter antérieurement de la question de la légitimité ou non de l'héritage. Mélanie Pouvier est chercheuse en philosophie à l'université Nice Sophia Antipolis.
l'institution de l'héritage est génératrice d'inégalités en tant qu'elle ne permet pas que chacun atteigne la position sociale qu'il aurait acquis par son seul mérite. C'est ce que pointent les auteurs du XIXe siècle. À ce moment-là, les propositions pour réformer l'héritage sont donc nombreuses. On suggère de le plafonner à un certain montant, de le répartir plus équitablement, ou même de l'abolir. Abolition de l'héritage. Tant que ce droit existera, la différence héréditaire des classes, des positions, des fortunes, l'inégalité sociale en un mot et le privilège subsisteront, sinon en droit, du moins en fait. Mais à l'époque comme aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et ce d'abord pour des raisons économiques. Ça pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'économie française. Virginie Pradel est avocate fiscaliste à l'Institut Vauban, un groupe de réflexion d'obédience libérale, et pour elle, toucher à l'héritage aurait surtout une conséquence, l'exil des contribuables les plus riches. Toutes les personnes qui ont un capital très important, donc vers la Suisse, vers le Portugal, enfin, vers des pays dans lesquels un certain nombre de nos compatriotes sont déjà partis. Mais mis à part quelques exemples très médiatiques... Johnny, c'est la France ou l'Amérique? Cette incitation à s'en aller mourir sur des terres moins taxées n'est peut-être pas si mécanique. Ce que montrent les travaux empiriques en fait, sur le sujet, c'est que finalement, le côté négatif de l'impôt, la dimension inefficace, elle n'est pas si forte que ça en fait, sur cet impôt-là. Donc, à des États-Unis, vous avez des taux d'imposition donc, sur les successions qui sont différents d'un État à l'autre. Et si on avait vraiment cette fuite de l'impôt, on devrait avoir des effets massifs de retraités, donc de personnes qui vont bientôt se mettre vers les États les plus cléments. Et on n'a pas du tout cet effet-là en fait, donc les gens ne bougent pas. Mais au-delà de l'exil fiscal, certains pensent que supprimer l'héritage pourrait avoir d'autres conséquences sur le comportement des individus. Si je ne peux pas transmettre ce que j'ai gagné à mes enfants, à quoi bon continuer à travailler? Corentin de Sales est docteur en philosophie et enseignant à l'école pratique des hautes études commerciales. Si les gens savent que l'État prendra tout, ils vont tout simplement s'arranger pour en laisser le moins possible. Ils vont s'arrêter de travailler, ils vont profiter de la vie, et pour la société, ça sera autant d'activités en moins et autant, effectivement, de recettes fiscales en moins. Dit comme ça apparaît logique. Mais d'abord, tout le monde n'a pas les moyens de s'arrêter de travailler et profiter de la vie. Et ensuite, même pour ceux qui les ont, l'héritage n'est probablement pas la seule chose qui nous incite à gagner de l'argent. C'est ce que des chercheurs ont voulu vérifier en 1998, et pour ça, ils se sont intéressés à l'épargne. Et ce qu'on voit, c'est que les gens épargnent pour tout un tas de raisons. Vous avez les personnes sans enfants qui peuvent épargner autant que les personnes avec enfants, ce qui suggère en fait que la dimension altruiste de l'épargne n'est pas forcément la seule dimension qui va rentrer en ligne de compte. On épargne aussi par précaution, c'est-à-dire pour se créer un filet de sécurité en cas d'imprévu, ou encore par prévoyance, pour préparer ses vieux jours. Bref, rien ne prouve que l'héritage soit la seule chose qui incite les gens à épargner ou à gagner de l'argent en général. Il se pourrait même que ce soit l'inverse. C'est ce qu'en économie on appelle l'effet Carnegie. Les parents qui laissent à leur fils une énorme fortune détruisent généralement ses talents, sa motivation, et l'incitent à mener une vie moins utile et moins méritante que celle qu'il aurait menée autrement. L'idée, c'est que l'héritage est un frein à l'esprit d'entreprendre et au dynamisme économique en général. En gros, toucher un héritage, c'est un peu comme gagner au loto. Une fois qu'on reçoit une certaine quantité d'argent, on n'a plus très envie de travailler. Dès l'instant que les individus vont recevoir même des montants qui ne sont pas très importants, qui ne sont pas du tout des rentiers, ils vont partir soit plutôt en retraite, moins travailler. Et donc ça, c'est des effets qui ont été montrés de façon assez forte. Plus vous allez hériter, plus vous partez tôt et plus cet effet est fort. Bon, si on mélange tout ça, les conséquences économiques de l'héritage sont loin d'être claires. Et si les propositions visant l'abolition de l'héritage sont très minoritaires, l'augmentation de l'impôt sur l'héritage, elle, est une idée de plus en plus répandue. Les économistes sont plutôt d'accord là-dessus, ce qui est assez rare pour les économistes, qu'il y ait un consensus sur un sujet. Donc là, on voit bien qu'il y a ce consensus-là. Donc aujourd'hui, si on ne veut pas parler d'héritage, c'est vraiment pour des questions de morale surtout, et d'impopularité. Donc c'est des questions plutôt philosophiques que des questions économiques. Au-delà de la bataille entre économistes, l'héritage suscite en effet une question philosophique. Une question à l'origine d'un problème majeur pour tout partisan d'une réforme de l'héritage, son impopularité. Si vous proposez ça dans un programme politique aujourd'hui, vous ne serez pas élu. Sondage après sondage, les Français sont majoritairement contre une hausse de l'impôt sur les successions. En 2017, 87% d'entre eux souhaitaient même sa diminution.
Bon, tout ça s'explique aussi par une certaine méconnaissance de l'impôt sur les successions. En 2011, quand on les interrogeait sur le taux d'imposition dans le cas d'une succession entre deux personnes mariées, seulement un quart des Français avaient donné la bonne réponse. Et sur les 60% de mauvaises réponses, 2 tiers l'avaient même estimé à 45%, alors qu'il est en réalité de 0%. En fait, face à la complexité de l'impôt et à la multitude d'abattements fiscaux qui existent, on a tendance à surestimer son importance. Mais si l'impôt est si impopulaire, c'est aussi pour une autre raison. Transmettre un héritage serait un acte moral et vertueux. Quand on a travaillé dur, qu'on a payé ses impôts, au nom de quoi devrait-on interdire à ces familles de transmettre à leurs enfants le fruit d'un travail de toute une génération? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que de vouloir que ces enfants commencent un peu plus haut que l'endroit où soi-même on a commencé? Jusque-là, c'est difficile à contredire. L'une des choses qui caractérise l'humanité, c'est sa capacité à se projeter au-delà de la mort, et donc à vouloir transmettre aux générations futures. Sauf que le débat sur l'héritage ne remet pas vraiment en cause la transmission. On peut être contre l'héritage et beaucoup aimer la transmission. Non, la question, c'est plutôt celle du lieu de cette transmission. Pour Nicolas Sarkozy, par exemple, la réponse est claire. La famille est par définition le lieu de la transmission. Le lieu de la transmission. Mais est-ce vraiment si évident que ça? Non, la famille n'est pas l'unique lieu possible de la transmission. Bon, soyons clairs, par le passé, ça a plutôt été le cas. La famille a été, dans l'histoire, le lieu de transmission du métier, des charges, des dignités et même du pouvoir politique. Louis XIV a été roi de France parce qu'il était fils de Louis XIII. Mais depuis environ 2 siècles, ce genre de transmission n'est plus tout à fait à la mode. Concrètement, aujourd'hui, un notaire ne devient pas notaire juste parce que son père l'était. Et un chef de l'État n'est pas chef de l'État parce que son géniteur en était un, il l'est parce qu'il a remporté une élection démocratique. Il nous paraît aujourd'hui totalement scandaleux, et ça nous paraît scandaleux parce que nous pensons que c'est injuste, que les fonctions professionnelles ou que le pouvoir politique soient transmis héréditairement. Mais par contre, nous acceptons que le pouvoir économique continue de se transmettre héréditairement, c'est-à-dire selon la lignée biologique, selon les liens du sang. Mais reste une question. Si on abolissait l'héritage, cela empêcherait-il le statut socio-économique de se transmettre d'un individu à l'autre pendant des siècles? Short answer is yes. It'll help, but in a very small way. La vérité, c'est qu'on hérite de la part de nos parents beaucoup plus que de l'argent. Comme, par exemple, un nom. Quand j'ai cherché des descendants d'Isambard senior, je suis en fait tombée sur 2 personnes. Isambard junior et une autre personne, ingénieur, exactement comme son ancêtre. Comme cette autre personne ne me répondait pas, j'ai demandé à Isambard s'il la connaissait, et il la connaissait. N'est pas une descendante d'Isambard Kingdom Brunel. Elle a tout inventé pour aider sa carrière. She said that she was a great-great-granddaughter, which would mean she was the same age as my mum, but she's younger than me. And we thought, that's a bit weird. Bref, l'héritage participe très probablement à créer des dynasties d'héritiers. Mais pour empêcher ces dynasties d'exister, il faudra lutter contre beaucoup plus que le simple patrimoine. The truth is that people get to be rich because of their inheritance, which is capital, but they also inherit characteristics from their parents, genetic inheritance of preferences and habits, and also cultural inheritance by if your father is working hard, maybe that influences you. If you inherit social networks. It's not just the money in the bank. It is everything about human life is stratified along status lines. Dans cette vidéo, on a beaucoup parlé de l'héritage en général, et souvent il s'agit d'argent, mais l'héritage, ce sont aussi des choses matérielles, et notamment le patrimoine immobilier. On peut en effet légitimement se demander ce qu'on ferait de tous ces appartements, maisons et autres manoirs si on supprimait l'héritage ou qu'on augmentait son impôt. Le truc, c'est que pour répondre à cette question, il faut imaginer toutes les transformations qu'un tel changement impliquerait, et qu'il y en a beaucoup. Ce qu'on peut dire rapidement, c'est que les héritiers se mettraient à vendre beaucoup plus ces biens, ce qui conduirait à plus de logements disponibles et probablement à une baisse des prix. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, que ce soit sur le patrimoine ou sur une réforme de l'héritage plus largement, le débat est ouvert.